Alors vous savez sans doute, la fièvre est une des raisons principales qui poussent les parents à consulter leur pédiatre ou les urgences pédiatriques. Voyez ici d'ailleurs ma vidéo sur le sujet et sur le fait que la fièvre ne doit nous inquiéter que dans la mesure où elle est un signal. La plupart du temps, en effet, il s'agit d'infections virales bénignes et la fièvre baissera en 2 ou 3 jours, du moins lorsque les enfants sont vaccinés et bien nourris, ce qui est heureusement le cas le plus souvent. Pourtant, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Et c'est ce qui pousse d'ailleurs les parents à déferler en grand nombre les soirées d'hiver aux urgences. Bon, Covid a peut-être un peu changé les habitudes. En réalité, nous, médecins, nous sommes confrontés aux mêmes questions. Comment être certain que l'enfant que l'on a en face de nous n'a pas une maladie qui nécessite une intervention ou simplement des tests supplémentaires pour nous rassurer que rien d'autre de plus grave ne couvre. Alors, il n'y a pas de solution miracle à cette question et c'est notre expérience liée à une connaissance de l'épidémiologie, notre connaissance des risques de telle maladie à tel âge en fonction des symptômes qui nous guidera pour minimiser le nombre de tests, éviter les traitements inutiles et aussi bien sûr rater un diagnostic important. C'est aussi le cas pour la question de l'infection urinaire dont nous allons parler aujourd'hui. Une infection qui peut facilement, malheureusement, passer sous le radar, mais qui a le potentiel de petit à petit détruire les reins ou encore de provoquer une infection du sang foudroyante. C'est donc bien de savoir un peu de quoi il retourne. Alors qu'est-ce que l'infection urinaire? Quand est-ce qu'il faut la suspecter? Quels sont les examens que l'on doit faire pour la mettre en évidence? Comment traite-t-on enfin une infection urinaire? Alors vous savez peut-être que les urines, le pipi, c'est normalement stérile, c'est-à-dire qu'on n'y trouve normalement pas de bactéries. Par contre, sur la peau et dans notre tube digestif, en dehors de l'intérieur du corps qui est gardé par notre système immunitaire, cela fourmille de toutes sortes de vie. Alors parfois, des bactéries qui sont présentes normalement sur la peau, l'extérieur sale, vous vous en souvenez, parviennent à grimper jusque dans la vessie qui est propre, par l'urètre, pas toujours très propre à vrai dire, en s'accrochant aux cellules qui bordent l'urètre. Elles peuvent d'ailleurs continuer à grimper plus haut et parfois parvenir dans les reins. Bon, je sais, quoi. L'urètre, donc, c'est le tuyau qui va de la vessie vers l'extérieur. Au-dessus de la vessie, il y a 2 autres tuyaux que l'on appelle les urtères. Oui, je sais, c'est facile à confondre. Et qui relient, eux, la vessie aux reins. Les reins produisent donc l'urine qui va s'écouler via les urtères vers la vessie pour s'y accumuler jusqu'à ce que le besoin de vider la vessie apparaisse. Mettez sur pause d'ailleurs si c'est le cas pour vous, c'est pas fini. Les urines sont normalement stériles, mais sont aussi un très bon milieu de culture pour certaines bactéries qui y trouvent de quoi manger et donc de quoi se multiplier. On trouve en particulier souvent des bactéries qui vivent normalement dans l'intestin, comme les Escherichia coli, dont on peut voir les pili ici sur cette photo au microscope électronique. Pili qui aide la bactérie à s'accrocher aux cellules de son hôte. Alors pour vous donner une idée de sa taille, elle est de 2 microns, c'est-à-dire 500 fois plus petite qu'1 millimètre. C'est pas grand. Bon. Alors la présence de la multiplication des bactéries dans le système urinaire produit une forte réaction de défense du système immunitaire, on sans doute une inflammation, pour combattre l'infection, ce qui veut dire des symptômes de maladie, des douleurs et surtout de la fièvre. Alors, il y a 2 grands types d'infections urinaires. D'abord, il y a celui que beaucoup connaissent sous le nom de cystite et associé à des douleurs quand on fait pipi et au besoin de faire pipi souvent. La cystite vient souvent sans fièvre, au moins au début, et affecte plus les enfants plus grands, peut-être parce qu'ils peuvent mieux décrire les douleurs et qu'ils vont faire pipi tout seuls. L'autre type d'infection qui est moins connu mais plus grave est la pyélonéphrite, dans laquelle l'infection est arrivée déjà au rein, entraînant alors des dommages possibles au rein. Et aussi une infection généralisée qui est un risque particulièrement élevé chez les tout jeunes nourrissons. Bon, c'est très bien, mais comment savoir si mon enfant qui est malade à cause d'une infection urinaire ? En principe, c'est très simple, il faut tester les urines pour voir s'il s'y trouve des signes d'inflammation, des globules blancs en particulier, mais aussi des bactéries bien sûr. Alors vous savez qu'entre le principe et la réalité, il y a souvent un certain écart. D'abord parce que ce n'est pas si simple en effet de demander à un bébé, à un petit, de faire pipi dans le petit pot qu'on emmènera ensuite au laboratoire pour analyse. Je reviens à ce petit plaisir pédiatrique un peu plus tard. Comment faire donc? D'abord, il faut y penser, la mettre à l'agenda l'infection urinaire. Mais donc, comme on a vu que ce n'est pas si simple de faire une simple analyse d'urine, on essaie de sélectionner les enfants plus à risque de présenter une infection urinaire avant de faire une analyse d'urine.
Il y a d'autres raisons pour cette sélection qui ont à voir avec une minimisation de la chance d'avoir un résultat faussement positif, comme on dit, c'est-à-dire de croire simplement qu'on a une infection urinaire alors qu'on n'en a pas. Mais oubliez ça pour l'instant, c'était juste pour être plus complet. Et comment faire cette sélection? Quel enfant malade, dont on ignore pour l'instant ce qui l'a rendu malade, quel enfant malade donc doit nous faire penser à une telle possibilité d'infection urinaire? Et donc doit nous faire penser, à demander une analyse d'urine pour exclure ou confirmer la présence d'une telle infection. Alors ici, vous pouvez mettre plus fort parce que c'est assez simple et utile quand on va voir le docteur. Une petite fille de moins d'1 an, sans symptômes, évident pour une autre maladie, ou un très jeune nourrisson de moins de 3 mois, quel que soit son sexe d'ailleurs, sont de très bons candidats à l'analyse d'urine en cas de fièvre. Ce ne sont bien sûr pas des catégories absolues, mais ce sont des cas de figure où le risque d'une infection urinaire est suffisamment important pour demander une analyse d'urine lorsqu'il se présente. Alors il existe des calculateurs de risque en ligne que l'enfant qu'on a devant nous ait une infection urinaire. En voici un exemple en anglais. En cherchant rapidement, je n'ai pas trouvé de version française malheureusement. Alors les garçons ont nettement moins de risque de présenter une infection urinaire que les filles, sauf en effet dans les 3 premiers mois de la vie où le risque d'infection urinaire des garçons est proche de celui des filles. Alors parmi les garçons, ceux qui ne sont pas circoncis sont particulièrement à risque d'une infection. Autrement dit, lorsqu'un garçon circoncis de moins de 3 mois se présente avec de la fièvre et sans autres symptômes, eh bien il y aura relativement moins de chances que ce soit une infection urinaire qui explique sa fièvre que si cela avait été une fille. N'oublions pas cependant que la plupart des enfants non circoncis ne font pas d'infection urinaire. J'espère que vous me suivez. Cela ne veut pas dire non plus que les jeunes nourrissons mâles et circoncis ne doivent pas être testés pour une possible infection urinaire, en particulier s'ils sont tout petits. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs qui doivent nous faire penser à la possibilité d'une infection urinaire, comme une histoire d'infection urinaire dans la famille proche, les parents ou chez les frères et les sœurs. On sait en effet que dans certaines familles, certaines bactéries grimpent plus facilement dans l'urètre que dans d'autres. Cela peut vous faire sourire, mais c'est très sérieux et c'est lié à certains récepteurs cellulaires exprimés chez certains et pas chez d'autres. D'autres facteurs bien connus et importants existent aussi et augmentent le risque d'une infection urinaire, comme par exemple une malformation du système urinaire. Ces situations favorisent la stagnation de l'urine dans le système, augmentant les chances qu'une bactérie qui s'y trouverait puisse s'y multiplier et ainsi y créer une infection. Alors il y a plusieurs exemples de telles situations, telles que le reflux de l'urine vers les uretères ou des obstructions au passage de l'urine dans le système. Ces anomalies, lorsqu'elles sont importantes, sont désormais souvent diagnostiquées pendant la grossesse, parce qu'elles sont visibles à l'échographie à cause de la dilatation anormale qu'elles provoquent dans les reins et les uretères. Mais souvent aussi, c'est à l'occasion d'une infection urinaire qu'on trouverait une malformation moins importante et moins visible. Enfin, chez les enfants en âge scolaire, certaines anomalies de fonctionnement musculaire ou nerveux au niveau de la vessie peuvent aussi faciliter l'apparition d'infections urinaires. Alors on retrouve fréquemment des histoires de vulvite, c'est-à-dire de douleurs quand on fait pipi et de rougeur de la zézette et de constipation dans ces cas-là. Et donc, évidemment, lorsqu'un enfant est connu pour être porteur d'un tel problème, on doit encore plus suspecter que la cause de la fièvre est en effet une infection urinaire. D'ailleurs, les parents d'une petite fille qui a déjà eu plusieurs infections urinaires et chez qui on a trouvé une malformation de l'arbre urinaire savent très bien que la première chose qu'on doit faire en cas de fièvre est de collecter les urines pour analyse. Et alors, comment est-ce qu'on la récolte, l'urine de nos petits? On la met dans un pot. C'est trop vastoche, hein? C'est là que ça se corse, parce qu'il est d'habitude dans la couche, le pipi. Et puis, on veut aussi celui qui vient de la vessie, pas celui qui a traîné dehors. Vous savez, dehors, c'est pas très propre. Et donc, sans rentrer dans les détails, il faut souvent attendre que la petite se décide et il faut ensuite attraper au vol le précieux liquide avant qu'il ne soit pollué par la peau. Vous savez, la peau, c'est sale. C'est pas simple. Si on utilise la mauvaise technique, on peut avoir l'impression qu'il y a une infection alors qu'il n'y en a pas. Par exemple, on voit souvent des petits sacs à urine qui sont collés sur la zézette ou autour du zizi pour récolter le pipi quand il sort. Le problème avec ces petits sacs, c'est qu'ils restent un bout de temps en place et
et que l'urine est facilement alors contaminée par les bactéries nombreuses de la peau à cet endroit. Lorsqu'on met une telle urine en culture, on y retrouve souvent d'ailleurs toutes sortes de bactéries, même s'il n'y avait pas d'infection urinaire. Alors on pourrait à la rigueur utiliser ces petits sacs seulement pour voir s'il existe une inflammation dans l'urine, des globules blancs notamment, et accepter le résultat d'un tel échantillon, seulement s'il est normal. C'est un signe raisonnable alors qu'il n'y a probablement pas d'infection. Mais s'il y a des globules blancs dans l'urine, des signes d'inflammation, alors le sac ne suffit pas parce qu'on doit être sûr que ce qu'on voit vient en effet directement de la vessie et donc reflète une vraie infection de l'urine et ne vient pas par exemple d'un derrière ou d'une zézette un peu rouge. Et aussi parce que alors il faut faire une culture pour savoir quelle bactérie est responsable et à quel antibiotique elle est sensible. Alors pour ça il y a 3 méthodes acceptables. Faire pipi dans le pot, aller chercher le pipi directement dans la vessie avec un petit tuyau qui passe par l'urètre. Je vois déjà des frissons chez certains. Pour la 3e, j'hésite parce qu'il paraît que c'est la meilleure méthode, mais peut-être pas la plus acceptable pour les parents, c'est la ponction vésicale. Vous avez des illustrations ici, ça pique un peu d'ailleurs. Ben oui, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien pour que vous sachiez quand il faut demander un examen des urines et aussi ce que cela implique. Vous êtes désormais bien préparé. Alors je pense que vous savez presque tout. Cependant, si on a une infection urinaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut traiter avec des antibiotiques et plus tôt on traite, mieux cela vaut pour les reins. Je vous passe les détails encore une fois, mais on n'attend en général pas la culture des bactéries de l'urine et on traite avec des antibiotiques dont on sait qu'ils fonctionnent en général contre le type de bactéries impliquées dans les infections urinaires. Évidemment, il faut faire une culture d'urine avant de commencer les antibiotiques, sinon on a peu de chances de retrouver la bactérie en question à la culture. Alors, cela paraît tout simple, mais je peux vous dire que ce n'est pas fait systématiquement, malheureusement. La 2e chose à faire, en général, pas dans l'urgence et pas après une seule infection, c'est de vérifier si un des facteurs de risque dont on a parlé est présent, notamment avec un examen échographique vérifiant que les voies urinaires sont normales. Parce que la présence d'un facteur favorisant les infections urinaires, le risque d'une nouvelle infection est plus grand et certaines anomalies doivent être corrigées aussi pour assurer le maintien du potentiel rénal. Parce que vous savez que les reins, eh bien, ils sont essentiels à la vie et que historiquement, les infections urinaires répétées depuis l'enfance étaient une cause majeure d'insuffisance rénale à l'âge adulte. Enfin, n'oubliez pas d'informer votre médecin d'une histoire d'infection urinaire chez votre enfant lors d'un épisode fébrile, histoire qui doit faire penser que la fièvre peut être causée par une nouvelle infection urinaire. Allez, j'espère que le sujet est désormais plus clair. Ciao!